Ce soir, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter notre histoire. Cette histoire qui nous a transportés à l'autre bout du monde, qui nous a fait découvrir des terres inconnues, mais d'une beauté incroyable. Il y a 7 ans, nous avons fait un grand voyage. Ce fut un réel tremblement de terre, comme si on se relevait d'un profond coma. Alors, mais que s'est-il passé ? Eh bien, nous avons découvert un nouveau langage. Vers l'âge de 1 an, notre petite fille Marie faisait systématiquement le grand écart quand elle passait de la position assise à allongée. Tellement facilement que j'ai voulu essayer. Enfin bref, je vous passe les détails. Ce fut un fiasco. J'ai frôlé le claquage. Vers l'âge de 2 ans, cette même petite Marie était assise dans sa chaise haute pour manger son goûter. Elle râlait et semblait parler toute seule, mais en fait pas du tout. Elle parlait à une mouche. J'ai arrêté immédiatement mes activités du moment, totalement médusée par cette scène. C'était surréaliste. Je vous la refais. Marie avait son minuscule index pointé sur la mouche. Elle lui parlait d'un air très autoritaire, lui disant son énervement. Eh bien oui, la mouche se posait successivement sur son bras, son nez, son chocolat, son nez, son bras. Marie avait beau la chasser, la mouche téméraire, la vraie mouche du coche, recommençait sans cesse. Alors, je ne pouvais pas rentrer dans cette discussion parce que ma fille parlait le langage mouche. Alors, vous pensez sans doute que je fais partie de ces mères qui n'ont aucune objectivité sur leur enfant, mais en l'occurrence, pas du tout. Parce que cette fameuse mouche, après quelques envolées en zigzag, pour crâner bien sûr, a fini par quitter la pièce. Marie, imperturbable, a repris son goûter. Et moi, eh bien, j'avais la bouche tellement ouverte que j'ai failli la gober. Cette mouche. Vers l'âge de 4 ans, cette fois, Marie était en train de jouer dans sa chambre et là, plus un bruit. Un peu inquiète, je vais voir si elle préparait une bêtise. Marie était immobile derrière la fenêtre de sa chambre. Intriguée, je m'approche et je vois un oiseau dans le jardin. Un peu rapidement, je fais demi-tour en me disant « ce n'est donc que ça ». Mais avant de repasser la porte, je me ravise, je refais demi-tour et je décide de me mettre au même niveau que Marie. Je décide de regarder avec les yeux de Marie. Allongée, à plat ventre, au sol, je décide de redécouvrir la magie d'un oiseau qui se lave. Tous ces petits gestes précis pour faire sa toilette. La façon de se mouiller la tête, les pattes encore sur le bord. Ces vifs picotements de bec pour raviver ses plumes et les remettre en place. Et puis, sa façon tout d'un coup de se jeter tout entier dans la flaque en s'agitant comme un petit fou. Quand je regarde avec les yeux de Marie, je ressens ces gouttes d'eau qui mouillent mes plumes. Je deviens petit oiseau qui me délecte de ces quelques minutes de bonheur profond. Je savoure la fraîcheur de l'eau. J'entends les clapotis de l'eau bercer cette tranquillité. Je savoure. Tout s'arrête. Tout est en suspens. Non, je deviens bête. Mais non, bien au contraire. Je me reconnecte, je réapprends, je renais. Merci, Marie. Alors, plus je regardais vivre ma fille, plus je faisais le constat que j'étais bien limitée par rapport à elle. D'abord,
je ne faisais pas le grand écart 50 fois par jour. Deuxièmement, malheureusement pour moi, je ne parlais pas le langage mouche. Et troisièmement, je n'étais pas émerveillée de regarder un oiseau dans le jardin. Alors le verdict tombe naturellement. Si je me compare à ma fille, je suis handicapée. Je reviens sur ce que je vous disais au début. Il y a 7 ans, nous décidions, avec Nicolas, mon mari, et nos 6 enfants, de partir dans un voyage fou. Certains nous dissuadaient, nous assurant des lendemains douloureux, mais sûrs de nos aspirations, nous partions sur ces chemins inconnus, décidés à quitter notre confort, à sortir de nos terres. Non pas par volontarisme, mais par amour. Oui, il y a 7 ans, nous décidions par amour d'adopter cette petite Marie dont je viens de vous parler. Marie est porteuse d'une trisomie 21. Et c'est même drôle. La vie est pleine d'humour, car aux yeux de beaucoup, cette grande aventure familiale était perçue comme la fin de notre couple, de notre tranquillité, de notre famille. Eh bien, loin de mourir à petit feu, on s'est rendu compte petit à petit qu'on était en train de vivre mieux. Alors, ce chromosome en plus de Marie, chance ou malchance? Eh bien, tout dépend de la façon dont on voit les choses. Tout dépend de la façon dont on se positionne. En général, c'est toujours un plus d'avoir quelque chose en plus des autres, surtout dans notre société, où on court toujours après le plus, du plus, du plus, du plus, pour avoir plus. Et puis, vous m'en remettrez un petit peu plus au passage. Certains parlent de chromosomes en plus et d'autres de chromosomes en trop. Problème de langage, encore une fois. Eh bien, tout dépend du référentiel dans lequel on se situe. Alors moi, ce soir, je vous invite à rentrer dans notre nouvelle lecture de la différence. Je vous invite à déchiffrer les messages au-delà des apparences et à comprendre que le chromosome surnuméraire de Marie est comme un accent circonflexe sur son génome. Parce que dans la langue française, l'accent circonflexe laisse perplexe. Mais il rend le mot plus important. Il le rend même plus beau, coiffé de son chapeau. On l'aime l'écrire plus que les autres, parce qu'il est rigolo. Il est même plus joli, comme un grain de beauté sur une police. Eh bien pour nous, le chromosome surnuméraire de Marie est ce grain qui la rend tellement belle. Ce petit chapeau pointu qui lui donne ses yeux de chinoise. Eh bien, la trisomie, c'est comme cet accent circonflexe. Au début, ça perturbe, ça laisse perplexe, ça dérange. Parce que, évidemment, on se cogne à cette différence. On se fait mal, on ne voit que ça. On est même blessé par nos pertes de repères. Et puis, petit à petit, on écoute, on regarde, on apprend, on réfléchit, on bouscule nos a priori, on explose nos référentiels et on aime. Oh oui, on aime. Et je vais même aller plus loin. On ne peut plus se passer de ces enfants, car ils nous propulsent en dehors de nous-mêmes. Ils nous libèrent de nos chaînes, ils nous sortent de notre grotte, comme dit Platon. Parce que ce qui est monstrueux, c'est les représentations déformées que l'on se fait de la réalité du handicap. Alors, et si on vivait au lieu de penser la vie? Et si on prenait soin de l'autre au lieu de se donner des excuses? Et si on se risquait au vide, à l'aridité, à l'angoisse, pour essayer de refleurir nos déserts? Et si tout simplement, on risquait d'aimer? Alors en aimant Marie, beaucoup pensaient que nous signions la vie, la fin de notre famille. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est passé. Ce fut une renaissance, le début d'une autre vie. Marie nous avait tous piqué de cet immense désir de voyager et d'aller à la rencontre d'autres voyages. Alors, eh bien, nous nous sommes remis en route.
en décembre 2016. Une autre petite fille est tombée dans nos 9 cœurs. Une petite Marie-Garance, sans chromosome en plus. Marie-Garance, elle a un fauteuil roulant en plus. Marie-Garance, elle ne peut pas s'alimenter par la bouche comme nous, alors elle a une petite valve directement reliée dans l'estomac. Un nombril en plus, en fait. Autant Marie nous a permis de découvrir des domaines de compréhension, un voile s'est levé, autant Marie-Garance nous permet d'approfondir ce parcours initiatique. Alors pour vous expliquer, Marie-Garance, par exemple, elle a la faculté d'hurler de rire, mais le mot est faible, car quand elle rit, on pleure, car rien n'est plus beau. C'est aussi doux que le roux doudou au caramel de notre enfance, de Mamie Colette. Marie-Garance, quand elle rit, notre cœur se remet à battre, comme si on était en salle de déchoc, avec le défibrillateur sur la poitrine. Elle rit par exemple quand elle sent le vent lui caresser la joue et lui soulever les cheveux. Et moi, eh bien, ma peau est devenue tellement rêche avec le temps que je ne le sens plus ce vent. Marie-Garance, elle montre sa joie immense quand elle sent les millions de grains du sable chaud de la plage couler entre ses orteils. Eh bien moi, comme un dinosaure à la peau trop tannée, comme un bulldozer qui ne me connecte plus à mes sensations, je ne ressens plus cette joie immense de marcher sur ce sable chaud. Marie-Garance est extrêmement fragile, sa vie ne tient qu'à un fil. Elle a beaucoup de mal à respirer, sa déglutition est quasiment inexistante car elle fait beaucoup de crises d'épilepsie. Son petit cerveau ne permet pas de maîtriser toutes ses fonctions vitales. Alors chez nous, c'est certain. Les matins n'ont plus la même saveur. Quand on entend la respiration de Marie-Garance au bout du couloir, quelle joie! C'est à chaque fois une victoire de la vie sur la mort. C'est à chaque fois un jour de plus donné, offert, mais quel cadeau! Alors grâce à l'immense fragilité de Marie-Garance, et bien par effet miroir, on comprend que notre vie aussi ne tient qu'à un fil. On perçoit enfin notre finitude. Et on comprend qu'il est temps d'aimer maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps d'aimer aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas si demain existera. Alors, si vous avez bien suivi, vous avez donc compris qu'avec Nicolas, nous avions 6 enfants naturels quand nous avons eu l'immense chance d'adopter nos 2 petites Maries. Alors naturellement, vous allez penser que nous sommes passés à côté de nos 6 enfants pour nous occuper de nos 2 petites filles fragiles. Eh bien, c'est tout le contraire, encore une fois, qui s'est passé. Elles nous ont permis de nous réveiller de notre endormissement. Il était temps. Parce que comme ils étaient dits normaux, eh ben, ils étaient parfaitement taillés pour entrer dans les tiroirs conçus pour eux. Tout devait se passer comme dans les livres. Allez hop, chacun sa case. C'est bien rangé, rien qui dépasse, c'est rassurant? Non. Résultat, nous étions en train de passer à côté de leur richesse individuelle, car tous sont uniques. Tous sont différents. Tous ont des choses en plus et tous ont des handicaps. Alors, on a compris qu'il était temps de les aimer pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils devraient être. Je comprends que la vie n'a de sens, finalement, que si on aime totalement, que si on prend dans nos bras la totalité, sans laisser de côté ce qui ne nous plaît pas. Car aimer, c'est ça, c'est recommencer, se relever après la chute. C'est ça qui nourrit notre âme et qui forge notre vrai langage. Parce que l'âme ne réfléchit pas, elle transpire. Et puis la vie, elle ne se pense pas, elle se vit. Merci.